Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yehuda Manitou, toutes les 2 semaines, on a le plaisir d'écouter Georges Spira qui nous parle de l'histoire des Juifs. On est en Tunisie, toujours en Tunisie, pour découvrir ses péripéties. Et tu as peut-être un carnet de famille. Berchavot, Georges. Oui, j'ai même un carnet de famille. Oui. Alors ça, c'est bien. Un carnet de famille, c'est une naissance, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Un arrière-petit-fils chez nos amis Routi et Yitzhak Birman. Alors, un grand Mazel Tov. Hier, il y a eu la Brit Mila. Et voilà, ça, c'est des bonnes nouvelles. Et on est content de les prendre. Voilà. Et puis alors, j'ai encore quelque chose à vous raconter. Alors, c'est un petit peu pour la bonne bouche. Mais il y a un monsieur Bensout qui m'a écrit il y a 15 jours. Et c'est un peu rigolo, c'est pour ça que je vous le dis. Il m'a écrit que Grana, c'est le nom d'un fromage qui vient d'Italie. Le parmesan. Et on retrouve l'appellation Grana sur les paquets de parmesan, y compris ici en Eretz Israël. Ben Voilà, oui. ça c'est pour le petit clin d'œil du lundi soir. Voilà, alors ben, on va se mettre tout de suite au travail, parce qu'on aura plein de choses à raconter de nouveau. Et on fait un petit résumé de la dernière fois. On a commencé la période ottomane. Rappelez-vous, ça commence en 1574 et ça va durer jusqu'au 19e siècle. Donc une très très longue période et où il va se passer plein de choses. On a parlé de la situation politique, la guerre entre l'Espagne de Charles Quint et les Ottomans. Alors il y a des allées et venues, etc. Et ça se termine par la domination ottomane sur la Tunisie. Et nous avons défini qui est le D, D-E-Y, et le B, B-E-Y. Le D, c'est le gouverneur de la Tunisie. Le B, c'est un chef d'une troupe militaire qu'on appelle Makhala, dont la fonction est d'aller encaisser les impôts dans tout le pays. Mais la particularité, c'est que ce B, B-E-Y, finalement, il a la force militaire et la haute main sur les finances et va finir par éliminer le dé. Et nous aurons l'accession de dynastie de Bey. Alors les premiers, c'est les Mouradites, de 1640 à 1705, et surtout ensuite les Houssainites, ça va être très très long, puisque leur règne va durer de 1705 à 1835, donc 140 ans à peu près. Puis nous avons parlé de l'immigration des Juifs à Livourne, donc des Juifs d'Espagne qui se sont réfugiés en Italie, qui en Italie ont été obligés de passer d'une ville à l'autre au fur et à mesure que l'Inquisition arrivait et qu'on les fichait à la porte. Et ils arrivent à Livourne avec une charte extrêmement favorable qu'on appelle la Livornina, qui leur donne toutes sortes de pouvoirs et de capacités, parce que le duc de Toscane a compris qu'il veut développer son port de Livourne et a compris qu'il faudrait permettre aux Juifs de travailler, et ça va assurer effectivement sa richesse. Alors, les Livournais vont établir des filiales en Tunisie, et quelques Livournais vont venir s'installer dans la Hara, donc le quartier juif de Tunis, qui est, je vous le rappelle, qui est devenu la capitale de la Tunisie, supplantant l'ancienne capitale qui était Kérouan. Voilà, les langues parlées sont l'italien et l'arabe, et on a parlé d'une évaluation du nombre de juifs. En 1830, c'est très approximatif. On évalue environ 15 000 juifs à Tunis, et en 1920, dans toute la Tunisie, donc un siècle plus tard, 30 000. Ce sont vraiment des chiffres très approximatifs parce qu'il n'y a pas de décompte précis, c'est une évaluation de différents historiens. Voilà, alors les activités économiques, l'import-export évidemment, le chouk, la collecte du cuir pour faire de l'exportation, et tout ça, ça se passe au XVIIe, XVIIIe siècle. Ce que nous avons vu également, c'est que les Juifs payent des taxes à l'import et à l'export de l'ordre de 10%, alors que les musulmans de toute façon, et les chrétiens, suite à des négociations avec les gouvernements occidentaux, vont payer que 3% de taxes. Donc il y a un désavantage pour les Juifs, sauf que
on y reviendra certainement, curieusement, le bey va favoriser le commerce des Juifs pour la bonne raison que si c'est eux qui remportent les marchés, il va toucher 10% de taxes au lieu de 3%. Donc d'un côté, il les taxe plus fortement, d'un autre côté, il les favorise dans leur business parce que ça lui rapporte plus d'argent, c'est très simple. Bon, ils ont d'autres activités telles que le rachat des captifs. Cette histoire de captifs, c'est un gros, gros morceau, ce qu'on appelle Pidyon Shvuim. On a entendu ce mot beaucoup, beaucoup avec nos otages ici depuis le 7 octobre. Le rachat des captifs est une mitzvah fondamentale et il ne faut pas oublier que il y avait beaucoup de captifs uniquement pour des questions d'argent. Il ne s'agissait pas de leur faire du mal ou quoi que ce soit. On voulait tout simplement une rançon. Voilà. C'est d'ailleurs la raison, mais ce n'est pas l'objet ce soir, c'est la raison de la conquête de l'Algérie par la France en 1830 pour stopper ce commerce de rapt, de razzia et de captifs. Mais ce n'est pas l'objet. Alors voilà, donc le rachat des captifs, il y a toutes sortes d'activités de banque, ils font de l'orfèvrerie et nous avons à Tunis trois chouks. Le chouk al-Grana, donc tel que son nom l'indique, majoritairement occupé par des juifs livournais. Ah, pour ceux qui n'étaient pas là, les Grana sont les juifs de Livourne qui habitent en Tunisie. Les Twansa sont les juifs autochtones. Mais on peut les appeler les juifs tunisiens et les juifs livournais selon l'occasion, comme ci ou comme ça. Mais Grana et Twansa. Il y a le chouk al-Bey, donc le chouk qui est sous l'autorité du Bey, où il y a beaucoup de juifs, là pour le coup des Twansa, et le chouk al-Saga, le chouk des orfèvres, puisque l'orfèvrerie est une des particularités des juifs de Tunis. Il y a encore une autre exclusivité, un monopole qui leur appartient, c'est la fabrication des pièces d'or. Et ça, c'est une très très grosse affaire, et on a vu qu'ils exportaient des pièces en France, en Espagne, un peu partout, et ça, ça appartient donc c'est un monopole des Juifs. Et puis, ils travaillent également dans l'administration des finances et ont de très hautes fonctions, sachant que toujours la plus haute fonction dans une hiérarchie est toujours tenue par un musulman. Voilà. Ils sont également médecins et le bey a une confiance absolue dans la médecine juive et c'est toujours un juif qui sera le médecin du bey. Il leur fait une confiance absolue d'abord pour leurs compétences. Et ensuite, parce que, étant une minorité sous sa main, sous son autorité, ils peuvent leur faire confiance puisqu'ils ont besoin de la protection du bey pour pouvoir vivre en Tunisie. Voilà. Et justement, on a parlé de protection et de discrimination. Les Juifs vivent sous le statut de dhimmi, c'est pas rien de nouveau, vous savez de quoi il s'agit. Et les Husseinites ne sont pas très très sympathiques avec les Juifs de ce point de vue-là. Ils appliquent ce statut euh, pas d'une façon absolument rigoureuse et mauvaise, mais halachique, si vous voulez, selon la loi du Coran, et strictement selon la loi du Coran. Tunis, la ville de Tunis, est propriété du bey, et elle sera propriété du bey de 1705 à 1957. C'est-à-dire la date de l'indépendance de la Tunisie. Très très longue période, 1705 à 1957, c'est-à-dire 250 ans, pendant lesquels la ville de Tunis est propriété exclusive du bey. Et donc il fait là-bas ce qu'il veut. Le bey de Tunis, c'est connu. Le premier s'appelle Hussein Bey, nous sommes dans cette dynastie des Husseinites, et il assoit tout de suite son indépendance par rapport à la Turquie. Ça veut dire quoi son indépendance? Premièrement, la langue officielle, la langue administrative va passer du turc à l'arabe. Ça, c'est la première chose. Et il applique, ce qui est moins appliqué d'ailleurs en Turquie, un statut vestimentaire pour les juifs Twansa, pour les juifs autochtones. Il les oblige à porter un bonnet particulier. Et un petit peu plus tard, il va appliquer la même législation
pour les Juifs livournais. Et c'est là que va arriver la fameuse, je ne vous rappelle pas tous les détails, hein, c'est juste un résumé de ce qu'on a vu. La fameuse affaire des chapeaux, où un juif livournais est venu sans son chapeau, et il devait être condamné à des coups de bâton, et ça ne fait pas du bien, je vous assure. Et le consul est intervenu, c'est allé très très loin cette histoire-là, jusque dans les grandes instances politiques européennes, et du coup le bey a reculé, et notre brave Livournais a été libéré. Voilà. Alors, les Juifs sont soumis à la jizya. Ça, c'est l'impôt particulier qui frappe tous les Juifs, ceux qui sont sous le statut de dhimmi. Mais ils ont également des contributions exceptionnelles et ils ont des corvées, c'est-à-dire construire des routes, des ponts, etc. Au chef des Juifs, dont nous allons reparler tout de suite, de désigner les volontaires désignés, justement. Voilà. Et fin du XVIIIe siècle, les choses ne s'arrangent pas vraiment, puisqu'une nouvelle législation interdit aux Juifs de posséder des immeubles hormis la maison où ils habitent. Et à partir de ce moment-là, les Juifs mettront leur argent et leur fortune soit dans le stockage de métaux précieux, soit dans des prêts bancaires qui seront monnayés. Voilà, on en était là. Et ben, on va continuer. Je vous rappelle juste une petite phrase qui est très intéressante que je vous avais citée. C'est un témoin chrétien qui s'appelle Desfontaines et qui raconte: on permet aux Juifs de travailler, de gagner de l'argent, de s'enrichir même, pour pouvoir, le moment venu, les frustrer d'un coup de l'intégralité des fruits de leurs efforts. Voilà, c'est la situation du dhimmi, pas très sympathique, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, on continue là-dessus, sur ce statut de dhimmi et sur la situation sociologique et politique des Juifs en Tunisie. Et par exemple, euh, la mise en cause de l'islam, la critique de l'islam ou de Mahomet ou du Coran sont punis de mort. C'est clair et net, le procès il est très très vite fait. Mais autre chose, des relations intimes avec une femme musulmane sont également punies de mort. Et on a deux histoires. Une première qui se passe en 1824, où un jeune juif est accusé de relations sexuelles avec une femme musulmane. Il semblerait, d'après les historiens, mais on n'a pas beaucoup d'éléments là-dessus, que c'est tout à fait improbable vu la situation et les circonstances dans lesquelles ça se serait passé. Mais on trouve un témoin au-dessus de tout soupçon, n'est-ce pas, et qui persiste dans son accusation. Alors, pour se sauver, pour sauver sa vie, ce brave juif va se convertir à l'islam. Je vous rappelle que Rambam lui-même, dans une iguérette, dans une lettre, autorise la conversion à l'islam à condition qu'on reste juif dans son cœur et que ce soit qu'une façade, en attendant de pouvoir revenir au judaïsme. C'est une chouva de Rambam, c'est pas rien, c'est Maïmonide. Bien. Alors il se convertit, mais on va juger que cette conversion tardive n'est pas très très crédible. Et alors, les musulmans savent comment on parle aux femmes. On prend cette femme, on l'enferme dans un sac et on la noie. C'est vite fait, bien fait. Quant à ce brave juif, on lui coupe la tête et son corps est traîné en ville. 1824, c'est quand même pas très très ancien, hein. Voilà. Un petit peu plus tôt, en 1784, pour vous dire que ce statut de dhimmi, même si par exemple les impôts payés par les chrétiens sont moins importants, suite à des négociations, ils sont quand même eux aussi des dhimmis, c'est-à-dire des peuples du livre, mais qui ont un statut inférieur. L'été 1784, un capitaine de bateau de Raguse, chrétien, est trouvé en compagnie d'une femme musulmane, mais en fait, il se trouve que cette femme est une courtisane. Le consul de Raguse rencontre le bey, il essaye de plaider la cause de ce brave capitaine, rien à faire, il est condamné, il y a un refus du bey, et dès le lendemain matin, à 11 heures, le capitaine est massacré par les soldats, et la population s'empare de son corps,
et se livrent à toutes sortes d'exactions et d'horreurs. Vous savez ce qu'on sait faire. On en a eu un exemple très parlant il n'y a pas très très longtemps. Voilà. Quant à la femme, eh ben la femme, on va la mettre dans un sac et puis on la noie. Et puis son corps sera exposé pendant 3 jours à la porte de la ville. Reste un troisième personnage là-dedans. C'est pas peut-être un personnage très recommandé, c'est recommandable. C'est ce qu'on appellerait en France un maquereau. C'est l'intermédiaire qui se trouve être un juif entre la courtisane et ce brave capitaine. Eh bien, ce juif, on va l'attacher sur un poteau à l'extérieur de la ville et il sera brûlé vif. Voilà. Les choses sont vite faites, bien faites, c'est réglé, c'est le tarif pour les dhimmis en terre d'islam. Alors, ce statut de dhimmi, il y a des contraintes, mais il y a aussi une protection. C'est la contrepartie. Sauf que la protection des juifs en Tunisie est assez aléatoire. Souvent, ils sont maltraités, pillés, même assassinés, sans intervention des autorités. Et alors, là aussi, il y a une distinction, parce que les juifs riches qui ont des fonctions administratives un peu élevées, on n'y touche pas, parce que ça, c'est quand même un petit peu délicat, n'est-ce pas? Et ils se faisaient respecter. Par contre, ce sont les pauvres qui subissent toutes ces brimades et toutes ces exactions. Les pauvres vivent dans une inquiétude permanente. En Tunisie, c'était le cas d'ailleurs de la même manière au Maroc, l'Algérie, c'est un autre cas. Par contre, ce qu'il faut souligner, et c'est important, c'est que durant toute cette époque, il y a eu de l'inquiétude, il y a eu des brimades, il y a même eu des assassinats, il y a eu des vols, des pillages, des viols, mais il n'y a jamais eu d'explosion massive de fanatisme religieux ou de haine raciale menant à des massacres collectifs. Et là, je le souligne parce que c'est la grande différence avec le monde chrétien, et notamment la Pologne ou la Russie, où les pogroms étaient massifs, massifs, au point de provoquer le départ d'un certain nombre de personnes, de juifs qui ont fui d'un pays à l'autre, et à la fin, ils vont partir en Amérique, mais c'est une autre histoire. C'est une différence fondamentale entre le monde de l'islam et le monde chrétien. Il y a eu très peu de massacres massifs. Il y en a eu. Il y a eu Fès en 1912 au Maroc. Et il y en a eu en Irak. On en a déjà parlé. Mais c'est rare. En principe, ce sont des mouvements d'humeur de faible envergure, de faible importance, qui touchent quelques personnes. C'est pas du tout comparable avec cette situation de terreur absolue qui pouvait régner dans les pays chrétiens, mais de façon ponctuelle. À un moment donné, il y a une éruption, un pogrom, puis après ils ont la paix pendant un certain temps. Au Maroc, en Tunisie, il y a une inquiétude permanente, mais il n'y a jamais ou très très rarement de grosses explosions massives. C'est une différence fondamentale. Voilà. Alors, tous les pillages, toutes les violences se font donc toujours à petite échelle. Puis parfois, il se passe des choses. Il y a un bey qui a un fils qui veut être calife à la place du calife, ou plutôt bey à la place du bey. Alors le papa se fâche, il va le remettre en place, et quand les soldats auront vaincu le fils du bey, eh ben, la soldatesque va mettre une ville à sac. Ce sera le cas en 1756. On pille, on vole, on viole, mais il faut noter aussi bien des juifs que des chrétiens et même des musulmans. Donc c'est pas une violence spécifiquement anti-juive. Elle est anti-juive, bien sûr, mais pas que. Aussi anti-chrétienne, on peut le comprendre, et même anti-musulmane à l'occasion. Autre point noté, jamais les juifs de Tunisie n'ont été expulsés en masse. En masse. Jamais. Il y a de l'eau à côté de toi. Oui, excusez-moi. Voilà. Alors, quand on a vu nos DIMI, voyons un petit peu nos institutions communautaires en Tunisie, donc essentiellement à Tunis, au XVIIe et XVIIIe siècle. Les Juifs, c'est la compensation du statut de dhimmi, ont une liberté de culte et d'administration. La communauté juive est dirigée par un receveur des finances, qui est un juif,
et qui s'appelle le caïd des Juifs, le chef de la communauté juive. Et cet homme est assisté de notables et sa fonction par rapport à la communauté est de collecter la jizya, donc l'impôt spécifique des Juifs, de désigner les Juifs pour les corvées. En fait, il est l'interface entre le bey et la communauté juive. Il est là pour défendre la communauté juive, mais aussi pour lui faire appliquer les lois du bey. Par ailleurs, la communauté a des ressources. Et ces ressources proviennent de trois origines. Il y a la taxe sur la viande, qui est importante. Il y a des dons, évidemment. Et puis il y a le versement à la communauté du maaser, les 10% de revenus, de ces revenus qu'on doit reverser pour faire le bien. Alors cet argent sert à beaucoup de choses, à entretenir une école, une synagogue ou plusieurs synagogues, le cimetière, le Beth Din, le tribunal rabbinique, et une caisse de secours pour les pauvres. Et puis, il faut aussi payer les salaires des fonctionnaires. Au XVIIe siècle, les Juifs Twansa, les Juifs autochtones et les Juifs livournais ou Grana font partie d'une seule et même communauté. Ça, nous l'avons déjà noté la dernière fois, c'est que les Livournais ont apporté quelques traditions livournaises ou séfarades au sens espagnol du terme, et on a fait une espèce de mélange entre les traditions autochtones et les traditions espagnoles, et ça donne un noussar, une tradition de prière tunisienne très particulière, très originale, et qui est adoptée par toute la communauté. Je vous souligne ça à cause de la suite, parce qu'ils font partie d'une seule communauté. Mais au XVIIIe siècle, très tôt, 1710, il y a des frictions qui vont aboutir à une scission entre la communauté Grana et la communauté Twansa. Alors, on va avoir deux communautés maintenant, avec toujours un seul caïd pour les deux communautés, un seul chef des Juifs, et chaque communauté a son conseil de notables, son rabbin, son beddin, sa synagogue, son école, sa boucherie et même son cimetière. Donc il y a vraiment une fracture, une séparation entre la communauté des Juifs autochtones et la communauté des Juifs livournais. Ce qui est intéressant, c'est que cette fracture n'est pas due à des raisons cultuelles, puisque, comme je viens de vous le rappeler, on a un livre de prière, des traditions religieuses communes et que tout le monde accepte, qu'on soit Grana ou Twansa. Non, la scission est due à deux raisons. Des raisons culturelles, parce que les Grana se considèrent comme plus instruits et plus civilisés que les Twansa. Il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans. On avait exactement le même problème au Maroc avec l'arrivée des Juifs espagnols au Maroc. Ils viennent d'un pays qui, s'il est barbare avec son histoire d'inquisition, n'en est pas moins un pays d'une civilisation bien plus élevée que les pays arabes. Et donc, ils viennent avec un sentiment de supériorité, peut-être mal placé, mais c'est une réalité. Ils sont plus cultivés, ils ont une civilisation plus avancée. Et puis, il y a aussi un problème financier. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Ils sont plus riches, les Granats. Et donc, du coup, ils supportent matériellement l'essentiel des charges, ces fameux fonds qui permettent d'entretenir les communautés dont je vous ai parlé avant. C'est les Granats qui sont plus fortunés, qui supportent l'essentiel de ces dons, alors qu'ils représentent une minorité dans la communauté. Alors, ils ne sont plus d'accord, ils ne veulent pas payer pour les autres, voilà, c'est peut-être pas bien, mais c'est comme ça. Alors, il y a de nouvelles frictions, et on se sépare, ça je vous l'ai dit, et puis il va arriver un nouveau problème. Alors ça c'est un petit peu rigolo, c'est le problème de la viande. Parce que
Chez les Grana, la viande est vendue moins chère que chez les Twansa, que chez les autochtones, parce que les charges, les taxes sur la viande sont moins élevées, puisque maintenant les communautés étant séparées, la communauté ivournaise a besoin de moins de moyens, et donc les taxes sur la viande sont moins élevées. Alors évidemment, ben, il y a des autochtones qui viennent acheter de la viande chez le boucher livournais. Ils viennent faire leurs achats. Et puis en plus, quand il y a de nouveaux venus, des Juifs qui arrivent en Tunisie, qui viennent immigrer, spontanément, ils vont se diriger vers cette communauté Grana, qui est mieux installée, plus à l'aise et plus fortunée. Alors, du coup, c'est une baisse de revenus financiers pour la communauté autochtone, et ben, il y a des grosses discussions. Alors, on va négocier. On va négocier, et on arrive à un accord en 1741. Et voilà ce que dit cet accord, et nous allons voir qui c'est qui le signe, cet accord. Tout juif venu d'un pays musulman ira s'inscrire à la communauté autochtone. Ceux qui viennent d'un pays chrétien iront vers la communauté Grana. Ça semble assez cohérent et logique. Il est interdit à un membre d'une communauté d'acheter de la viande chez le boucher de l'autre communauté et vice-versa. Donc, le boucher autochtone est protégé dans ses ventes et c'est essentiel pour des questions financières pour la communauté. Et les charges qui sont communes, on parlait tout à l'heure de jizya. La jizya, le caïd est obligé de prélever, d'amener l'argent au bey pour toute la communauté, Twansa et Grana confondus. Alors, on pose une clé de répartition. Les charges communes seront supportées pour un tiers par les Grana et pour deux tiers par les Twansa, par les autochtones, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Tout ça, c'est assez logique. Dernier recours, dernière chose, un juif de passage qui aurait un problème, qui a besoin d'être secouru ou inhumé, même chose que pour le juif qui vient s'installer, s'il vient d'un pays chrétien, il sera supporté par la communauté Grana, s'il vient d'un pays musulman, il sera pris en charge par la communauté tunisienne d'origine. Voilà, alors cet accord, c'est cohérent, va durer longtemps. Il est signé par deux rabbins. Le rabbin des autochtones qui s'appelle Abraham Tayeb, on en reparlera tout à l'heure, et pour les Grana, par le Rav Yitzhak Lombroso. Alors, l'accord est renouvelé en 1784 et va régir très longtemps la communauté juive de Tunis. Et je vous rappelle que les deux communautés sont toujours représentées par un seul et même caïd. Les grands rabbins, dont ceux dont je viens de vous parler, régulent le Beit-Din, évidemment, ils président le Beit-Din, et dans ce cadre, règlent tous les conflits traditionnels dans la communauté. Les problèmes de filiation, d'adoption, de mariage, de divorce, de succession, enfin tous les problèmes sociaux qui peuvent se poser sont résolus dans le cadre du Beit-Din par ces rabbins. Mais à Tunis, il y a une particularité qui est extrêmement intéressante. Il y a un droit coutumier. Alors, on va faire autrement. Au XVIIIe siècle, pas de chance, il n'y a pas d'épidémie de peste à Tunis. Alors, pourquoi je dis pas de chance? Parce que du coup, la population juive, mais la population musulmane également, grossissent, se développent, et on manque d'appartements. On manque de lieux où se loger. Pénurie d'appartements. Problème qu'on connaît, hein. Et voilà. Alors, on a un gros souci. Alors, il y a un droit coutumier qui va être instauré par les rabbins et qui garantit à une famille de locataires d'un logement un droit au maintien dans les lieux transmissible aux générations suivantes, évidemment à condition de payer son loyer. Et ce droit est reconnu aux locataires dans le cadre d'une cérémonie symbolique
mais elle est mignonne et elle est intéressante à souligner. Le locataire prend possession officiellement de cet appartement devant des témoins. Évidemment, il s'agit de location d'un juif à un autre juif. Ça ne concerne pas une location entre arabes et juifs, entre musulmans et juifs. Donc, il prend possession de cet appartement devant des témoins après avoir allumé une lampe. On appelle cette cérémonie Hazakat Kandil. Hazakat, c'est le droit, une chazaka, un droit définitif, Kandil par une lumière, par une lampe. Le droit du locataire d'habiter cet appartement intervient et est effectif à partir du moment où, devant témoin, il a allumé une lampe à huile et c'est comme ça que ce droit est fixé. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien. On ferait bien de s'en inspirer peut-être parfois en Israël, de ce genre de droit, où les propriétaires souvent ont des attitudes très, très violentes, au sens moral du terme, avec des locataires. Il y a quelque chose à prendre, à étudier là-dedans. Enfin, ce n'est pas l'objet ce soir. Alors, c'est intéressant parce que ce contrat de location est scellé par cette cérémonie symbolique et ça va durer assez longtemps, cette affaire-là. Alors, le grand rabbin, il a beaucoup d'autorité, vous le voyez, puisqu'il suffit qu'on fasse ce serment devant lui pour que tout fonctionne. Et il est aussi habilité à prononcer des peines, y compris des peines physiques. Dans quel cas? Dans le cas de juifs qui transgressent les lois religieuses, que les rabbins d'aujourd'hui seraient heureux de pouvoir faire ça, mais ça ne fonctionne plus comme ça. Mais pas seulement les lois religieuses. En cas de transgression des lois profanes, des lois de l'État, là aussi, le rabbin peut intervenir. Et ces sanctions vont jusqu'au chérem. Mais avec une particularité avec le chérem. Le chérem, c'est donc l'exclusion de la communauté prononcée par le Beddin. Cette exclusion peut être annulée si l'impétrant, celui qui a été condamné, demande pardon devant toute la communauté réunie. Donc c'est quelque chose qui n'est pas définitif et ça aussi c'est important. Voilà pour le fonctionnement de cette communauté. Maintenant, il y a un autre chapitre. On a parlé de l'économie, on a parlé du statut de dhimmi, on a parlé de l'administration communautaire. Quid, qu'est-ce qui devient avec les études de Kodesh? L'étude de la loi. On n'a pas parlé jusque-là. Et là, on va voir plusieurs périodes. Ça commence très mal, hein. Suite à l'expulsion des Juifs de Kérouan. Vous vous rappelez quand est-ce qu'ils ont été expulsés? En 1057. Il y a un bon moment. Eh bien, suite à cette expulsion, il y a, d'après ce que j'ai trouvé, peut-être que des rabbins pourront me contredire, je ne demande pas mieux, mais pour ce que j'en ai trouvé, il n'y a aucune œuvre majeure d'études juives qui paraît en Tunisie entre le XIe et le XVIe siècle. Donc 5 siècles, c'est très long. Il n'y a rien de probant. Il n'y a pas de rabbin qui sorte du lot et qui a un écrit particulier. Aucun rabbin ne nous est connu sur cette période. Ça ne veut pas dire que toute étude est arrêtée. Bien sûr que non. Il est évident que la connaissance de l'hébreu, les principaux textes du Talmud et de la Bible et les principaux commentaires sont connus et transmis. Et on a une preuve pour ça. Alors, on le transmet oralement, on le transmet aussi par des livres, nous verrons ça tout à l'heure. Mais la preuve, ben voilà une preuve. Il y a une magnifique édition de la Bible, Torah et le Nacre ensemble, donc la Torah et la Bible, est apparue chez un imprimeur à Venise qui s'appelle Bomberg en 1526. Nous sommes donc là au XVIe siècle. Et elle est dirigée par Yaakov Ben Chaim de Tunis. Alors, ce Yaakov Ben Chaim de Tunis, on va voir tout de suite qui c'est. D'où est-ce qu'on sait cette histoire de cette Bible? Ben, figurez-vous que ça nous est rapporté par le rabbin Vogue, ou Vogüé, je ne sais pas comment on prononce, qui était grand rabbin à Paris au XIXe siècle. Ces dates, c'est à peu près 1810-1890. Il était professeur au séminaire. Et peut-être certains d'entre vous ont son édition des 5 livres de la Torah commentés.
c'est absolument fascinant comme livre. Mais j'ai ces 5 livres. D'abord, il utilise une langue magnifique, une langue châtiée, un français superbe, et surtout, il fait preuve d'une érudition absolument encyclopédique. Il y a des citations en grec, en latin, en allemand. Il fait référence à toutes sortes de commentaires, mais également référence à des connaissances scientifiques, littéraires. C'est un personnage tout à fait fascinant. Le rabbin Vogüé, c'est lui qui nous parle de ce livre paru à Venise en 1526. Et ce rabbi Yaakov Ben Chaim, ce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il a été formé à Venise ou à Tunis? Je n'ai pas la réponse. Mais il vient de Tunis à un moment ou à un autre. Donc à un moment, il a certainement dû avoir une formation à Tunis, d'autant plus qu'il a écrit dans un traité sur la Massora, c'est-à-dire la tradition, un très long chapitre sur les règles qui régissent l'écriture d'un Sefer Torah et la cantilation de la lecture de la Sidra. Et ça, c'est très précis, c'est codifié d'une façon précise. Et donc, il a écrit tout un chapitre là-dessus, un long chapitre. On peut imaginer qu'une partie de sa formation, en tout cas, a été obtenue à Tunis. Par ailleurs, d'après l'historien Paul Sebag, on ne sait rien de la vie intellectuelle juive à Tunis au XVIIe siècle. Et puis, les temps se deviennent un peu plus calmes, plus sereins, un peu plus réguliers. Et il est possible que cette période un peu plus calme ait favorisé les échanges avec d'autres communautés. Et notamment, il est raisonnable de penser que les Juifs de Livourne qui sont venus en Tunisie sont venus avec leur savoir, avec leurs compétences professionnelles, mais également avec leurs connaissances juives, qui étaient assez importantes. Ils venaient, n'oublions pas, ils venaient d'Espagne, et qu'il y a eu des échanges dans cette ville, et que les échanges entre Livourne et Tunis, s'ils étaient commerciaux, étaient tout aussi intellectuels, par des échanges de lettres et de courriers. Et d'ailleurs, il y a pas mal de livres qui ont été imprimés à Livourne, qui vont être distribués et répandus en Tunisie, dans tout le Maghreb. Donc Tunisie, Libye, Algérie, Maroc. La diffusion de ces livres dans toute cette région-là va amener une reprise des études qui va déboucher sur un véritable renouveau de l'étude en Tunisie. Donc on a là à peu près 5 siècles de léthargie, et puis début du XVIIIe siècle, Tunis devient un véritable centre d'études juives, et notamment d'études talmudiques. 5 noms ressortent de cette époque-là et sont concomitants. Il y a le rabbin Semar Sarfati, le rabbin Abraham HaKohen, le rabbin Abraham Ben Moussa, le rabbin Abraham Tayeb et le rabbin Joseph Cohen Tanouji. Alors il y a quelque chose qui saute tout de suite aux oreilles avec ces 5 noms. 4 sont des noms de juifs autochtones. Un seul livournais, Tanouji. Cohen Tanouji, c'est un nom que vous connaissez en France, qu'on connaît tous. C'est un grand avocat. Il y a aussi eu un physicien, Cohen Tanouji. Alors, ils sont tous de la même génération, de la même formation, et créent à Tunis un foyer d'études d'où sortira un avenir tout à fait brillant et qu'on n'attendait plus du tout en Tunisie. À tel point que les œuvres qui vont paraître vont faire dire à certains rabbins que Tunis, c'est Ir Gdola Shel Chachamim ve Shel Sofrim. C'est une grande ville de talmudistes, de rabbins et d'écrivains, de savants et d'écrivains. Revoyons ces 5 personnages. Rabbi Semar Sarfati. Il est né en 1624 à Tunis et décède en 1717, très âgé, vous remarquez, il y a 93 ans. Il décède à Jérusalem. Il est grand rabbin de Tunis, il est président du Beit Din, il a écrit beaucoup de She'elot Utshuvot, questions et réponses sur les demandes de la communauté, et c'est un homme tellement réputé que son nom a été gravé
sur un mur de la communauté de la synagogue de la Hara. Donc, Rabbi Semar Sarfati. Nous avons Rabbi Abraham Cohen. Lui, je n'ai pas les dates de naissance, il décède en 1715, mais lui, il a apporté quelque chose de très important, c'est l'étude des Tosafot qu'on ne connaissait pas ou qu'on avait oublié. Les Tosafistes, qui sont les descendants de Rashi, et qui vont amener énormément de commentaires dans l'étude du Talmud et de la Torah. Nous avons Rabbi Abraham ben Moussa. Alors lui, il était réputé pour être d'une extrême pauvreté et que toute sa vie, il s'est nourri d'études et de lectures. Donc il a donné une impression dans sa communauté d'un personnage tout à fait hors norme. Il est né au Maroc et puis il a fini en Tunisie avec sa femme en 1741. Rabbin Abraham Tayeb, surnommé Baba Sidi. Baba Sidi, lui aussi décède en 1741, grand rabbin de Tunisie, successeur du premier dont je vous ai parlé, Semar Sarfati. Mais c'est surtout lui qui va signer, avec son ancien élève Rabbi Isaac Lombroso, en 1741, l'accord entre les Juifs autochtones et les Granats. Ce fameux accord de répartition des charges dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est le rabbin Abraham Tayeb. Et puis on termine avec Rabbi Yoshua Cohen Tanuji. Alors lui, c'est l'ancêtre du rabbin Joseph Cohen de Bordeaux, dont les dates sont beaucoup plus contemporaines, 1876-1976, un centenaire, rabbin de Bordeaux. Donc, s'il y a des juifs bordelais parmi nous, ils doivent peut-être se souvenir encore de ce rabbin. Yoshua Cohen Tanuji. Le rabbin Yitzhak Lombroso, qui est un Livournais, qui était l'élève de Rabbi Abraham Tayeb, pas la peine de retenir tous les détails, je veux juste vous donner une image de ce qu'étaient les débuts de cette renaissance de l'étude. Il était Av Beddin des Granats pendant 42 ans et il a laissé un commentaire du Talmud qui s'appelle Zera Yitzhak, qui a été imprimé à Tunis en 1768, 16 ans après sa mort. Sauf que c'est la seule fois qu'on va imprimer un bouquin à Tunis. Ça, je vous y raconterai tout à l'heure. Alors, quelques autres personnages encore. Rabbi Messaoud Raphaël Al-Fassi, c'est un élève de Serfati, lui aussi, et il succède comme Av Beddin, donc président du Beddin, décède en 1774, et a produit un commentaire du Shulchan Aruch qui s'appelle Misha Rabuta, et qui est publié à Livourne en 1805. C'est un savant, il est considéré comme un saint en Tunisie, à telle enseigne que juifs comme musulmans vont pèleriner sur sa tombe. Rabbi Messaoud Raphaël Al-Fassi. Ne pas confondre avec Al-Fassi du Maroc, c'est tout à fait une autre histoire. Rabbi Baruch Carvalho. Je vous donne ces noms parce que nos amis tunisiens, ça leur rappellera peut-être quelque chose, et puis surtout, ça va mettre en exergue qu'il y a eu un temps, au XVIIIe siècle, c'est pas très loin le XVIIIe siècle, où le niveau du judaïsme en Tunisie était extrêmement élevé, alors qu'au XIXe siècle, sous l'influence de l'Alliance israélite et des Lumières, ce niveau va s'effondrer. Et ça, c'est dommage. Mais voilà, donc, je vous rappelle ces noms. Baruch Carvalho, c'est le successeur de Lombroso, 2 ouvrages de commentaires. Lui, ses dates, c'est la fin du XVIIIe siècle. Rabbi Nathan Borgel, qui succède à Al-Fassi en 1774, lui aussi Av Beddin, et qui commet un commentaire du Talmud qui s'appelle Chok Nathan, qui est publié à Livourne en 1776. Il décède en 1791 en Eretz Israël, et son fils Eliaou Chai va lui succéder. Et puis nous avons Rabbi Uziel Al-Chaïk, rabbin Chaïk, mais je crois qu'il venait d'Algérie, mais c'est pour eux entre la Tunisie et l'Algérie. Il est également Av Beddin, mais livournais. Il a écrit 2 livres qui seront publiés à Livourne en 1860, qui compilent d'une part des tchouvot, donc des réponses à des questions,
et toutes les questions qu'il a données. Alors, 2 livres, rien que pour des tchouvot, ben figurez-vous que Rav Uziel Al-Chaïk a donné 1499 tchouvot. Donc, grosso modo, 1500 questions et réponses à des questions de sa communauté. C'est tout à fait énorme. C'est réuni dans un livre qui s'appelle Mashkinot HaRochim, La demeure des bergers. Et ce livre, par les tchouvot, justement, est le plus important pour nous, la plus importante source de renseignements sur la vie des Juifs de Tunisie, parce que les questions que posent les Juifs sont des questions pour leur vie de tous les jours, quotidienne. Et donc les questions posées nous donnent beaucoup d'indications sur la vie des Juifs à Tunis à cette époque-là. Bien. Il a commis un autre livre encore qui s'appelle Chaim HaChesed, publié toujours à Livourne, et qui est un recueil des chespédim, donc des oraisons funèbres qu'il a prononcées à différentes occasions pour des enterrements. On a terminé avec Rabbin Yitzhak Tayeb. Lui, il naît en 1750, décède en 1830, à Beddin toujours. Il a écrit 4 ouvrages, Erer HaShulchan, en 6 volumes, donc une appréciation du Shulchan Aruch, un homme d'une grande, grande valeur intellectuelle et d'une grande probité. Maintenant, tous ces livres, vous avez entendu, ont été imprimés à Livourne, excepté un, le livre du rabbin Yitzhak Lombroso, Zera Yitzhak Lombroso, qui avait signé cet accord entre les Grana et les Touansa. Alors, ce livre a été imprimé à Tunis parce que le caïd des Juifs de Tunis, qui s'appelait Yoshua Cohen Tanoudji, dont on a parlé, avait acheté une presse à imprimer et qu'il a installée dans sa maison. Et donc, il a imprimé en 1768 l'œuvre du rabbin de la communauté livournaise, sauf que c'est une impression catastrophique. C'est presque pas lisible, c'est fondu, l'encre coule. En fait, c'est un échec absolu. Et en fait, ce sera le seul ouvrage sorti d'une imprimerie hébraïque de Tunis. Il faudra attendre un siècle plus tard pour voir l'ouverture d'un nouvel atelier d'impression. Alors, des rabbins ont rajouté des prières dans les offices de Rosh Hashanah et de Kippour, parce qu'on en rajoute un petit peu, c'est pas assez long, donc on en met une petite couche en plus. Prières qui sont acceptées effectivement par tout le monde. Et nous avons un témoignage précieux, celui de Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Alors ça, c'est pas n'importe qui, c'est le Chida qui là pour le coup est une sommité de l'étude, qui a voyagé quelques mois en Tunisie en 1773 et qui témoigne que l'étude est à l'honneur à Tunis, que les familles riches souhaitent que leurs fils poursuivent leurs études et s'y consacrent entièrement, et qu'à Tunis seul, il y avait 300 Talmidei Chachamim, c'est-à-dire 300 personnes qualifiées dans l'étude du Talmud, que les maîtres ont de très grandes connaissances et que la communauté de Tunis faisait très bonne figure. Alors ça, c'est un témoignage intéressant, puisqu'après 5 siècles de désert intellectuel sur le plan juif, on a là 2 siècles, et surtout un, qui est à la pointe de l'étude, qui est une sommité de la recherche et de la production intellectuelle juive en Tunisie. Donc c'est très très intéressant. Et l'avis du Chida, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment une sommité de sa génération. Alors, voilà à peu près la situation de cette communauté. Et puis, voyons voir la souveraineté tunisienne pendant la Régence. Tous les Juifs de la Régence, tunisiens et livournais, sont sujets du bey. Là, nous revenons dans les relations et dans la situation de nos braves Juifs en Tunisie. Et il relève de son autorité. Il y a juste quelques courtiers qui sont représentants de commerce, qui travaillent pour des maisons de commerce occidentales, européennes en principe,
qui sont placés et se prévalent de la protection de leur consul. C'est-à-dire que ces courtiers ne relèvent pas de l'autorité du bey, contrairement à tous les autres juifs de Tunisie, même s'ils séjournent de très longues périodes en Tunisie. Ils ont cette protection consulaire contre l'avis du bey. Voilà. Alors, les Juifs de Tunisie sont parfaitement au courant, fin du XVIIIe, de ce qui se passe en Europe occidentale et notamment en France. Il y a d'abord la Déclaration des droits de l'homme de 1791, ça fait-il dans leurs oreilles, et surtout l'émancipation des Juifs, qui est votée par les décrets de Napoléon, déjà avant, mais vraiment appliqués par Napoléon en 1808. Et ils savent aussi, parce que l'information circule déjà, même si on n'a pas Internet, ils savent aussi que là où passent les armées de Napoléon, les Juifs sont plus ou moins émancipés, progressivement. Alors évidemment, il y a une formidable sympathie de ces Juifs tunisiens qui, n'oublions pas, vivent toujours sur le statut de dhimmi. Vous savez, ce statut de dhimmi, ça a l'air de rien, mais c'est une des raisons aussi des problèmes que nous avons ici aujourd'hui. Aujourd'hui, en Israël, c'est cette impossibilité pour le monde de l'islam d'admettre qu'un infidèle ne soit pas régi par le statut de dhimmi. Ce n'est pas la seule raison, évidemment, mais c'est qu'une composante des problèmes que nous avons en Israël et qui, si on n'y prend pas garde, prendront bientôt prière en France. Mais ça, c'est un autre chapitre, c'est pas moi d'en discuter. Voilà, alors il y a une forte sympathie de nos juifs tunisiens pour la France. Et fin 1809, le consul d'Espagne à Tunis écrit que les juifs sont d'acharnés partisans, je le cite, acharnés partisans de Napoléon, qu'ils forment comme un parti français et que depuis que la Toscane a été conquise par Napoléon, rappelez ça, vous en souvenez, les juifs granats, donc les juifs livournais, se voient comme des sujets français et demandent à être des sujets français. Parce qu'à ce moment-là, ils tombent sous la protection du consul de France. Ça change considérablement leur situation. Alors, ces juifs livournais décident de porter une cocarde, et ça, évidemment, le bey qui s'appelle Hamouda Ben Ali, 1780-1814, il ne voit pas ça d'un bon œil, il considère que c'est une atteinte à sa souveraineté. Et ça va mal se passer. Un juif qui se présente devant lui avec la cocarde est condamné à être brûlé vif. On ne discute pas très très longtemps. Alors, à force d'intervention, quand même, sa peine est commuée en 300 coups de bâton. En d'autres termes, après 300 coups de bâton, on le laisse pratiquement pour mort sur le terrain. C'est pas des caresses, hein, les coups de bâton. Du coup, il y a une terreur qui s'instaure chez les Granats et plus personne ne porte de cocarde tricolore. Mais pour autant, les Juifs livournais continuent de se considérer comme citoyens français, puisque la Toscane appartient à la France, et le consul fait ce qu'il peut pour protéger ses nationaux. Il les regarde aussi avec cette optique. Un Juif toscan, Léon Servadio, qui est établi à Tunis depuis quelques années, qui est un Français inscrit au consulat. Donc là, vraiment, il est bardé de documents administratifs qui garantissent qu'il est de citoyenneté française, veut qu'on lui reconnaisse sa nationalité, que les Tunisiens la reconnaissent. Refus catégorique du bey, et dans sa réponse au consul, voilà ce qu'écrit le bey. La loi, écoutez bien parce que c'est un petit monument. La loi en usage chez toutes les nations depuis longtemps est que les Juifs sont partout errants, en étant citoyens nulle part. C'est clair, c'est dit, le Juif errant, et ça c'est pas chez les chrétiens, c'est chez les musulmans. Il n'est citoyen nulle part. Alors il y a différentes interventions diplomatiques
elles échouent toutes, et le Concile de France écrit le 11 août 1811 au duc de Bassano, donc le duc de Toscane. Même les Juifs des pays conquis, donc la Toscane, sont victimes de persécutions et le bey de Tunis refuse de reconnaître leur citoyenneté française. On arrive là dans une situation de tension diplomatique. Ça ne va pas se passer très bien tout ça. Alors il y a un traité qui est signé en juillet 1822 entre Tunis et la Toscane qui stipule la chose suivante. Et je cite, les Juifs granats, donc les Juifs livournais, sans exception, sont soumis aux mêmes impôts que payent les indigènes. Les Juifs qui viendront à Tunis par la suite sont reconnus toscans s'ils viennent munis d'un passeport. Mais après 2 ans de séjour, ils seront comptés comme tunisiens. Donc voilà, on a lâché. Pendant 2 ans, de nouveaux arrivants seront exemptés d'impôts, mais au bout de 2 ans, ils auront le statut de tous les Tunisiens. Alors c'est un accord gagnant-gagnant quand même. Pourquoi? Pour le bey, c'est clair, ça empêche une partie de la population juive d'avoir une position privilégiée et donc de le se voir amputé de certains impôts. Pour le grand-duc de Toscane, c'est aussi gagnant parce que ça devrait dissuader les Juifs livournais d'émigrer vers la Tunisie. S'ils vont payer tellement d'impôts et qu'au bout de 2 ans, ils vont être considérés comme Tunisiens, autant rester à Livourne, où ils sont toujours régis par la Livornina, qui est tellement favorable aux Juifs. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Euh, beaucoup de Juifs livournais vont malgré tout partir vers la Tunisie. Alors pourquoi? Ben, peut-être que malgré tout, et malgré les impôts, la vie est supportable et surtout, c'est un formidable terrain d'activité et un champ de développement économique. Et donc, on essaye d'aller se rendre en Tunisie. Voilà. Alors, je crois qu'on va s'arrêter là ce soir, parce que la prochaine fois, on va parler du protectorat français. Donc, on va se rapprocher d'une époque contemporaine que beaucoup d'entre vous connaissent, ils connaissent un peu leur histoire, et on va s'appesantir là-dessus. Maintenant, si vous avez des questions, vous ouvrez les micros et si je peux, je vous réponds. Euh, Oui, Est-ce que je peux te dire quelque chose? oui, oui, bien sûr. Je ne sais pas qui Alors, c'est, mais on peut c'est dire. Daniel, c'est moi. Ah, Daniel, ben ça c'est notre conteuse préférée. D'abord, moi, j'étais sûre, toute ma vie, j'étais sûre que j'étais Twins. Jusqu'à il y a quelques années, mon fils a été au Portugal et en Espagne. Il a réalisé que ma famille venait du Portugal, passait par l'Espagne, Livourne et Tunis. Alors, ça m'a fait choc numéro un. Deuxièmement, un autre choc encore pire. Mon arrière, C'est une promotion, ça. ouais, mon arrière-grand-père du côté paternel était un Sarfati. Oui. Et j'ai appris, et j'ai des amis comme ça qui m'ont envoyé des euh, généalogies, etc. Rabbeinu Tam hmm, Oui, 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 oui. a Le vécu à une petit-fils de époque, Rachid, on va préciser. ouais, Rabbeinu ouais, ouais, Tam, c'est le petit-fils de Rachid. de Rachid, habitait à une époque où la France a demandé aux Juifs d'avoir un nom de famille, un patrimoine. Et Rabbeinu Tam a pris le nom à Sarfati. C'est logique. Logique. C'est Alors, logique. après ça, il y a eu des branches de la famille de Rabbeinu Tam qui a été un peu partout dans le monde. Donc, on dit que les Sarfati, ce sont tous des cousins. Alors, Alors, le plus grand choc de Twence à Granada, de Granada à Ashkenaz. Bon, Je te rappelle quand même que jusqu'à Rabbeinu Gershom, donc on est au Xe siècle, il n'y avait pas Ashkenaz et séfarade. ouais, non, je Il sais, y avait d'accord. les Juifs
Et c'est pas une scission d'ailleurs. La Non, 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 je différenciation. rigole. Non, j'ai bien Ah, compris que tu rigolais. Pas, J'ai bien- pas un patrimoine, un patronyme. Pardon? C'est pas un patronyme, j'ai dit. patrimoine, c'est un patronyme. Non, j'ai dit patronyme, non? Non, Oui, vous avez dit patrimoine. Ah, pas excusez-moi, j'ai très dit, très je grave. pensais, Pas très très grave. je pensais que j'avais dit patrimoine, d'accord. Alors voilà, voilà, donc tous les Sarfati sont apparemment connectés. Ah, c'est très possible, hein, mais on n'arrive pas à remonter. On n'a pas de livre, on n'a pas de registre euh, paroissiaux, entre guillemets. Mais je rappelle Ah quand ben, même, et puisque tu touches ça du doigt, c'est que les Juifs étaient une seule unité jusqu'à Rabbeinu Gershom. Alors, en deux mots, ça rappellera un petit peu des choses à tout le monde. Après Babylone, après Babel, le centre juif s'est retrouvé en Espagne, et c'est en Espagne qu'on étudiait le Talmud, notamment grâce à l'apport d'exemplaires du Talmud de Babylonie jusqu'en Espagne. Et le reste de l'Europe venait en Espagne pour étudier. On venait d'Allemagne, on venait de France, on venait d'Angleterre aussi. D'Angleterre, on n'allait pas jusqu'en Espagne, c'est l'Espagne qui remontait jusqu'à Rouen, dans la fameuse maison sublime où les juifs anglais, les rabbins anglais venaient étudier. Jusqu'à ce qu'arrive Rabbeinu Gershom Meor Agola, qui au Xe siècle a dit ça suffit cette histoire-là, parce qu'elle n'est pas si simple de voyager à l'époque, hein. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train, c'est quand même une aventure. Et il décide d'ouvrir une yeshiva à Worms en Allemagne. Et il édicte un certain nombre de takanot. Les takanot de Rabbeinu Gershom, il y en a 21. Pour vous en citer une ou deux au passage, il y en a une qui interdit au monde ashkenaz d'être polygame. ouais, Dans le monde séfarade, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune takana qui interdise la polygamie. that's right. Cela dit, pour avoir deux épouses, c'est pas si simple, il y a un certain nombre de halachot. Une autre takana qui l'impose et qui est extrêmement intéressante, il n'y a pas de poste à l'époque. Ouais, Donc, si je voulais écrire à mon cousin qui est à Paris, eh bien, si quelqu'un partait à Paris, je lui confiais une lettre. Et il impose une instruction qu'il est interdit à quelqu'un qui est messager d'une lettre pour quelqu'un d'autre d'ouvrir ce courrier. Ça coulait pas de source, ça n'était pas évident. Il y a plein d'autres, il y en a 21 en tout. Et ces 21 takanot ne font pas une scission entre le monde ashkénaze et le monde séfarade, c'est simplement des inflexions, ce sont sur les choses essentielles, les deux traditions sont absolument concomitantes, sont absolument identiques. Ce sont des points de détail, donc on monte en exergue les ashkénazes, les séfarades. D'un point ouais, de vue halachique, d'un point de vue de la loi juive, il y a très peu de différence. Ce sont vraiment des petites inflexions, mais l'essentiel est complètement identique entre les deux communautés. Voilà, je tenais à le souligner parce que souvent on oppose les uns aux autres. Après, il y a des différences culturelles, mais je parle de différences culturelles. Le Talmud, il est le même pour tout le monde, la Torah est la même pour tout le monde, les commentaires sont communs au monde ashkénaze et au monde séfarade. J'ai raconté il y a très 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 longtemps que des rabbins de Pologne citaient des rabbins du Yémen. C'est pas juste la porte à côté. Citaient des rabbins du Yémen et leurs commentaires dans leurs propres explications. Donc véritablement, c'est un tronc commun. Les différences sont tout à fait minimes. Voilà, c'était une parenthèse puisque que me donnes l'occasion ouais. d'expliquer. Et c'est Borgel, pas Borgel, Borgel. Ah oui, alors tu m'excuseras, je suis ashkénaze. C'est la conclusion. Bon, Ah, Oui, voilà, merci bonsoir. beaucoup Daniel. D'autres questions? Oui, Oui, bonsoir. Maurice Azan. Mhm. Je suis originaire de Tunis. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai vécu la période, celle que vous allez raconter un peu plus tard, où vous avez commencé, où le but de tous les juifs de Tunisie, c'est d'être français. On avait marre d'être soumis aux tribunaux en Tunisie, d'être les lois, et c'est d'être français. Bon, ça, vous allez le voir, vous allez certainement le dire. Il y avait, premièrement, il y avait la reconnaissance par les diplômes. Les Français, il y avait un niveau où les Tunisiens pouvaient être français que s'ils avaient fait
des études. Et puis, de toute façon, c'était On en important. parlera, le certificat d'études, ensuite le bac, et ils continueront en France à faire des études supérieures, s'ils en avaient la possibilité. Et Oui, c'est ça, on en mais reparlera. pour devenir français, je parle dans le fin 18e siècle. Il fallait vraiment des études, il fallait être médecin ou il fallait. Enfin, c'était une sélection par les diplômes et tout le monde voulait être français. Je Fin pense que 19e. c'est la même chose pour se sortir de la. Et puis il y a eu, ça vous allez en parler, il y a eu le fait qu'il y avait l'Alliance et nous avons laissé euh, tomber l'Alliance pour aller au lycée Carnot, ce fameux lycée dont vous allez peut-être dans votre histoire en parler, c'est le lycée Tunis, et qui était une machine à assimilation. Oui, Et c'est comme exact. ça que nous sommes tous devenus français et peut-être moins pratiquants parce que Mais nous absolument, c'est devenons. pour ça. Alors, c'est pour ça, et je l'ai souligné tout à l'heure, je l'ai laissé entrevoir, effectivement, c'est ce qui va se passer au 19e siècle. Et quelque part, c'est un peu dommage, mais beaucoup de juifs tunisiens se sont assimilés, mais c'était aussi le passeport pour arriver dans la nation française. Et c'était aussi les erreurs d'éducation de l'Alliance israélite universelle, qui d'un autre côté a fait un travail extraordinaire, il ne faut pas l'oublier. Oui, C'est complexe, on peut pas dire c'est blanc ou noir, mais voilà, c'est le fait effectivement de l'éducation, des Lumières, de la propagation de toute cette, la fin du 19e qui va faire baisser le niveau général des Juifs de Tunisie, mais c'était le passeport d'accès voilà. à la société française. C'est tout à fait juste, et J'ai on en quitté. parlera évidemment, c'est prévu. Oui, oui, c'est essentiel. Oui. J'ai Et bien quitté, sûr, donc c'est essentiel. J'étais à l'Alliance jusqu'en sixième, et puis on disait à mes parents, mais vous voulez en faire quoi? Vous voulez faire un médecin, quelqu'un, il faut qu'il passe au lycée Carnot. Évidemment, le lycée Carnot, le samedi, bien que nous étions très nombreux à être juifs, on allait au lycée, où on Mais essayait bien entendu, de. bien entendu. Avec le temps, on s'est assimilé, bien que nous étions, je ne dis pas majoritairement, mais de très nombreux juifs au lycée Carnot. Et c'est ce qui fait qu'actuellement, parmi ceux-là, nous sommes certains à avoir un peu mis de côté notre. Et on comprend très bien, on comprend très bien. Le judaïsme à la maison a toujours existé, nous faisions tout. Mais la pratique religieuse a été un petit peu mise à l'écart. Alors, On en parlera. On en personnellement, j'ai parlera assez repris. longuement. Cela dit, comme l'Alliance israélite n'a pas eu beaucoup d'écoles en Tunisie, il y en a eu quatre ou cinq dans les À grandes villes. Tunis. J'étais à Tunis. L'arrière-pays en Tunisie, les Juifs sont restés très très pratiquants et très traditionnalistes. Oui, c'est vrai. Mais je Alors parle de peut-être un Tunis. peu moins calés en Talmud, mais Oui, d'une foi absolue et d'une rigueur, absolument. adhésion Absolument. totale au Absolument. judaïsme. Moi, je vous parle de Tunis, parce que je suis de Tunis. Absolument, mais vous avez raison. Al-Tasrira, qui est l'école de Tunis. Ça Alors, fait une grande différence. j'ai renoué à ma retraite et j'ai fréquenté directement des Meknessi. Et je suis depuis 20 ans dans la synagogue Meknessi, c'était dur. Et on m'a demandé d'écrire, et je fais des vidéos sur les minagim des Juifs de Tunisie, la fête des filles, la fête des garçons. Et j'ai un certain nombre de vidéos qui sont distribuées sur YouTube pour ces deux vidéos qui ont été vérifiées au point de vue halachique par des rabbins Alors, marocains. je vous propose de mettre vos coordonnées de YouTube sur l'écran, et comme ça, Oui. tout le monde pourra s'en inspirer. Alors, j'ai un YouTube privé, je pourrais vous envoyer le lien de mes vidéos YouTube, c'est au moins ces deux-là. Il y a premières semaines, j'ai eu 1600 vues sur le Tunisien, ce qui Ah, m'a ben, fait c'est dire bien, au c'est rabbin bien. Meknassi que je ne comprends pas Et comment j'ai parlé tout à avec une l'heure, affaire de fait, vous avez dépassé tous les cours que je donne en quelques semaines. Voilà, je vous enverrai avec les. plaisir. J'ai parlé tout à l'heure de la particularité, des particularismes du minhag tunisien. Encore une fois, il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est spécifique à la Tunisie, c'est intéressant. Voilà. Merci C'est l'histoire beaucoup, de la diaspora. Daraba Georges.
Merci, Merci Johan. Maurice. Merci beaucoup. Merci à vous. Si je peux juste ajouter une petite chose à propos Ah des oui, avec plaisir. Tunisie. C'est Ariel Carciente, bonsoir. Et elle, bonsoir. Heureusement, il nous a quittés il y a quelque temps, le rabbin Mazouz. Oui. Il y a un timbre qui est sorti récemment. Il y a des gens qui collectionnent les Les timbres de rabbins. Voilà, il y a un nouveau timbre qui est sorti pour un rabbin de Tunisie. Oui, c'est bien. Merci du renseignement.